Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur le Figaro TV. Que doit faire l'Europe au lendemain d'un nouveau survol de drones présumés russes dans le ciel danois après la Norvège, l'Estonie, la Pologne et la Roumanie? Faut-il durcir le ton? Faut-il bien abattre ces drones? En avons-nous d'ailleurs les moyens? Nous poserons la question au colonel Pierre de Jong qui est avec nous aujourd'hui en plateau. Nicolas Sarkozy jugé coupable d'association de malfaiteurs, relaxé pour des faits de corruption et de financement illégal de campagne électorale. C'est aujourd'hui que le tribunal correctionnel de Paris rend son jugement tant attendu dans l'affaire des soupçons de financement par Kadhafi de la campagne présidentielle de 2007. Nous y reviendrons, ce sera avec le directeur de la rédaction du Figaro Magazine, Guillaume Roquette. Et puis, nous serons avec un professeur de lycée, Jean-Rémy Girard, sera avec nous après la nouvelle agression d'une enseignante hier matin dans le Bas-Rhin par un élève de 14 ans. Quel est l'état d'esprit des professeurs? Comment endiguer le fléau de la violence à l'école? Nous lui poserons là aussi la question et il nous donnera son point de vue. Bonjour colonel Pierre de Jong. Bonjour. Soyez le bienvenu, vice-président de l'Institut Thémis. Merci d'être avec nous. Alors, nouveaux incidents dans le ciel danois cette nuit, la nuit dernière. De nouveaux drones d'origine inconnue ont été identifiés en train de survoler plusieurs aéroports du pays. 2 jours après une première incursion de drones non identifiés au Danemark, mais également en Norvège, quelques jours même plutôt, après l'Estonie, la Pologne, la Roumanie. D'abord, il fait très peu de doute que ces survols de drones portent la marque de Vladimir Poutine. Alors, si, il y a un doute. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de doute. On voit globalement, il y a quand même, je dirais, un modèle aérien d'incursion que met en place Poutine, avec des avions, les drones, les rafales de drones, il y en avait une vingtaine sur la Pologne. Il y a eu un drone clairement russe qui a longé la frontière roumaine. Par contre, les incidents, en fait, il y a des drones, mais on ne les a pas trouvés. Donc le problème, on ne peut pas identifier le donneur d'ordre. Mais ça, tout porte à croire que Vladimir Poutine... Donc il y a une espèce de logique, oui, bien évidemment, parce que qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il y a une espèce de décalage, ça c'est fort, parce que Poutine est en train de faire quelque chose de très intéressant. Il décale l'intérêt qu'on avait pour l'Ukraine, il le décale sur la mer Baltique. Et donc en fait, il redéfinit une nouvelle zone de confrontation avec l'Europe et avec l'OTAN. D'un point de vue militaire, justement, cette nouvelle zone de confrontation, comment évaluez-vous la gravité de ces survols s'il est avéré qu'ils sont russes? Alors en fait, il n'y a aucune gravité, puisqu'on voit bien que Poutine se garde bien d'être agressif. Poutine, ses pilotes en fait testent un dispositif, ils font des évaluations, ils voient comment on répond, sachant que c'est une technique le spill out. Donc c'est une technique de l'armée de l'air. Les Russes ont toujours fait ça, mais l'armée française le fait aussi. Toutes les armées, les aviations au monde, quand elles s'approchent d'un objectif ou d'un pays qui est, je dirais, agressif, en tout cas qui n'est pas ami, il y a des techniques de savoir jusqu'où on peut aller, on va longer, etc. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il n'y a pas de plan de vol et on va couper les transpondeurs. Donc on est invisible et quand on vous interroge, vous ne répondez pas. Donc c'est ça le problème. Et donc les Russes font ça. Donc on sait maintenant qu'ils sont dans une logique d'évaluation, de compréhension de l'environnement et de test quelque part. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour nous, Otaniens et pour nous, Européens, c'est un test en grandeur nature puisqu'on se pose des questions. Puisqu'aujourd'hui, on est confronté à une situation réelle. On n'est pas dans un mode exercice. Donc là, on voit qu'aujourd'hui, l'OTAN répond. C'est ça qu'on peut dire. Donc il y a une activité plutôt intéressante, d'autant que dans le domaine aérien, c'est les armées internationales, je parle les armées de l'air du monde entier, en tout cas otaniennes, elles ont l'habitude de travailler ensemble. Autant les marines un peu moins, et les armées de terre un peu moins. Mais les armées de l'air sont plutôt douées dans le problème, elles sont totalement, je dirais, interdépendantes, elles se connaissent très très bien, tout le monde parle anglais, donc ça se passe plutôt pas mal. Donc encore une fois, cette opération en mer Baltique, qui à mon avis durera un certain temps, parce que la mer Baltique est vraiment déterminante, c'est ce que j'appelle une zone molle, parce que les guerres futures, c'est les zones molles, l'Arctique, la Baltique, la mer de Chine, bien évidemment. Et on voit bien qu'aujourd'hui, cet entraînement en grandeur nature permet encore une fois à l'OTAN de valider ces concepts. Quelle doit être la réponse? Vous évoquez l'OTAN, quelle doit être d'abord la réponse des Européens face à cela? Parce qu'il s'agit quand même de notre sol, en tout cas, de notre territoire. Alors, on a un problème, on a une logique qui est assez ancienne, c'est que depuis de nombreuses années, les Européens sont tous rassemblés comme des poules sous un parapluie, et le parapluie, c'est un parapluie américain. Donc depuis quelques semaines, on voit bien que Trump n'est pas très favorable. Donc en fait, le parapluie s'est un peu fermé. On s'est retrouvé, comme on dit, une main devant, une main derrière, en disant mais qu'est-ce qu'on fait? Alors justement, est-ce que nous avons les moyens, sans l'appui de Donald Trump, sans ce parapluie américain, justement, pour répondre aux Russes? Encore une fois, s'il est avéré que ces drones... L'OTAN, les Américains, c'est 70% des moyens de l'OTAN. Donc déjà, vous enlevez les Américains, il reste que 30%. Donc déjà, c'est limité. Maintenant, encore une fois, les armées européennes, elles sont plutôt
qualifiées, elles sont bonnes, etc. etc. C'est pas le problème. Mais le problème, c'est la densité, c'est toujours la même chose. En France, on a 200 avions de combat. C'est pas 400, c'est pas 500, c'est pas 1000. Donc on est sur des logiques quand même à un niveau assez bas. Le deuxième point, c'est quand on fait le total des armées de l'air, par exemple, on est très supérieur. Le problème, c'est la coordination et la façon de travailler ensemble. Aujourd'hui, l'Union européenne n'a pas de structuration opérationnelle, à part l'Eurocorps, mais qui n'est pas destiné à ça. Ils font de la planification. Donc aujourd'hui, si vous voulez, si les Américains considèrent que l'OTAN n'est pas l'outil pour répondre, encore une fois, aux incursions, à l'attitude un petit peu, je dirais, agressive de Poutine, eh ben, l'OTAN, enfin, les Européens se débrouilleront. Mais ça sera de la bidouille. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut, par exemple, abattre ces drones? Alors, c'est également une bonne question. Encore une fois, tout dépend de l'attitude des drones. Le drone qui longe une frontière, vous voyez, de quelques centaines de mètres, c'est un acte agressif, mais ce n'est pas un acte d'attaque. Par contre, les 19 drones qui sont rentrés directement sur la Pologne à 300 km, ça pouvait être, ça n'a pas été, mais ça pouvait être compris comme un acte agressif, un acte d'attaque. Là, il faut les détruire. Le problème... On en a les moyens? Ah oui, bien sûr. Oui. Le problème, on a les moyens. Le problème, c'est que vous allez tirer un missile qui vaut 300 000 € sur un engin qui vaut 10 000. Donc le rapport coût-efficacité est destructeur. Même l'heure de vol. Le fait de faire décoller des avions, si vous voulez, ça vous coûte 10-15 000 € de l'heure. Vous vous rendez compte, ça coûte extrêmement cher. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas l'outil qui permet en fait de détruire des drones en grand nombre. Donc là, aujourd'hui, nos ingénieurs y travaillent, ça je peux vous le dire. On va trouver des techniques. Je pense dans les mois qui viennent, on aura une technique, je dirais, pour faire une espèce de mur de drones. En tout cas, je dirais au moins sur la frontière Est, et puis en tout cas dans chacune des armées. Envoyer des rafales, par exemple, pour abattre ces drones, ça serait totalement absurde. Ben on le fera, parce qu'il n'y en a pas d'autre moyen. Parce que le problème d'un drone, c'est qu'il est visible sur un scope radar. Le problème, c'est qu'encore une fois, c'est comment vous le détruisez. Alors, on peut le détruire au sol, mais de nuit, vous avez vu, souvent ça se passe la nuit, etc. Donc, c'est très compliqué. Donc, le problème, aujourd'hui, il faudrait un système automatique de radar qui détermine des cibles, c'est-à-dire les drones, on les détruit automatiquement. Oui. Par contre, l'aviation, c'est génial. Eux, ils ont le petit radar dans l'avion, c'est spoté. S'il a l'ordre de tir, il appuie sur un bouton et le missile le touche. On a des missiles qui touchent à 100%. Donc, vous voyez ce que je veux dire, mais le problème, c'est le rapport coût-efficacité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, actuellement, quand il y a des attaques aériennes, il y a des leurres. Ils vont envoyer une centaine de drones et il n'y en a que 20 qui sont armés. Oui. Parce que ça va paniquer dans le système, donc c'est très compliqué à évaluer et à détruire. Est-ce qu'on sait aujourd'hui où sont ces drones? Ce sont des drones qui sont allés s'échouer dans la mer Baltique, selon toute vraisemblance? Alors ça, c'est des bonnes questions de commissaire de police, mais j'en sais strictement rien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un problème, c'est que, en tout cas, les dernières opérations de ces 3 derniers jours, il y a des drones qui ont survolé des aéroports, ce qui est quand même relativement, je dirais, dangereux, c'est le moins qu'on puisse dire, en tout cas inquiétant. Et le problème, on ne sait pas où ils sont allés. Alors, il y a 2 hypothèses. Soit ces drones sont reposés non loin de l'aéroport, parce que les drones, c'est un outil qui est relativement souple, quelque part dans l'emploi. On ne connaît pas la taille des drones. On ne sait pas si c'est des drones importants. Alors, ils disent des gros drones. Ça veut dire quoi, un gros drone? Oui. 1 mètre, 3 mètres Bon, bref, le Reaper fait quand même quasiment une vingtaine de mètres. Donc, vous voyez, on parle de quoi? Premier point. Puis le deuxième point, après, il y a des hypothèses. Soit ces drones sont posés non loin, ont été récupérés dans un camion et sont partis, ou bien on les a crachés en mer automatiquement, puisque tout ça, c'est des missions qui sont programmables sur un drone, ou éventuellement récupérées sur un des bateaux russes qui transiteraient en mer Baltique. Des drones qui sont lancés d'où, a priori? Ça se lance d'un bateau, un drone comme celui-là? Ah oui, bien sûr, parce que vous avez des rampes. Hein. Alors, soit c'est un drone de taille importante, mais qui a un système de ses propres moteurs, qui est capable de décoller, et il va à sa mission. C'est des drones qui ont de petite taille, on va dire maximum 1 mètre, 1 mètre 50 d'envergure. Par contre, il y a des drones plus gros. Je prends le Shahed, par exemple, il fait quand même 2 mètres. Donc là, il faut une rampe de lancement. Mais la rampe de lancement, c'est facile à mettre. Hein. À l'arrière d'un camion, vous avez la rampe de lancement et ça part. Donc aujourd'hui, si vous voulez, ce modèle de conflit est incroyable parce qu'en fait, il rend la guerre extrêmement, je dirais, liquide, littéralement liquide. On n'est plus sur des gros modèles avec des gros chars, etc. On est sur un modèle sur lequel, avec 3 drones, vous déstabilisez un pays complètement. Et justement, que cherche à faire Vladimir Poutine derrière tout cela? C'est déstabiliser un pays, déstabiliser l'Europe tout entière, selon vous, avec ses survols? Alors le problème, c'est que Poutine fait la guerre. Donc, il n'est pas dans un amateurisme, je dirais, de bonne loi. Il fait de la guerre. Donc très concrètement, il se met tous les outils de son côté. Aujourd'hui, il n'a pas de problème réellement avec l'Ukraine, même si concrètement sur le terrain, c'est pas très flambant, mais c'est vrai que les drones, encore une fois, sur le terrain, ont modifié, encore une fois, la manière de travailler, en tout cas de faire la guerre, d'un côté comme de l'autre. Et les Ukrainiens sont très bons dans ce domaine-là. Donc encore une fois, une forme de stabilisation, je pense que c'est pas son sujet majeur. Son problème, c'est les menaces que nous, on a émis, parce qu'on a été assez direct avec lui. La force de réassurance, etc. Il voit bien le truc monter. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de dériver
notre intérêt vers un autre endroit en disant, voilà, la mer Baltique, ça va être le prochain sujet. Et c'est le prochain sujet. Pourquoi? Parce que cette mer Baltique est devenue totalement otanienne depuis l'entrée de la Finlande et de la Suède au sein de l'OTAN. Donc le problème, c'est que vous avez deux enclaves russes sur la mer Baltique. Vous avez Kaliningrad, qui est une espèce de porte-avions avec des missiles Iskander. Enfin, c'est un porte-avions surarmé qui est sur la Baltique, mais il est inaccessible par la terre. Puisque le corridor Suwałki n'est pas une route, c'est une frontière. Il n'y a pas de véhicules qui passent. Donc pour aller là, il faut passer par Saint-Pétersbourg et aller sur Kaliningrad. Donc le problème, il y a un problème logistique et un problème, encore une fois, de préséance. Poutine, qu'est-ce qu'il veut faire en finale? Moi, je vois les choses comme ça. On peut en débattre parce que j'en suis pas sûr. Mais très concrètement, il va essayer de faire ce que fait Trump avec le Groenland. Il va essayer de rétablir la cohérence géographique qu'il y a entre, Saint-Pétersbourg et Kaliningrad. Et là, il aura une cohérence géographique et il contrôlera le sud de la mer Baltique. Est-ce que quand Volodymyr Zelensky dit hier à la tribune des Nations Unies plus personne n'est en sécurité aujourd'hui, ce n'est pas un problème qui concerne uniquement l'Ukraine, c'est ce qu'il martèle d'ailleurs depuis plusieurs mois. Il a raison. Non, il n'a pas raison. Je pense qu'il a un discours alarmiste, mais c'est son jeu, c'est bien naturel. Je veux dire que là où il est, il a besoin que ses alliés potentiels, donc les Européens, qui ont manifesté un intérêt, en tout cas une présence indéniable, donc lui, il a besoin que ces Européens continuent de le financer, continuent de l'aider, continuent de l'appuyer. Donc en fait, il est hors de question de dire que ça se calme. Donc plus il met la menace haut, mieux c'est. Ceci étant dit, aujourd'hui, il y a quand même un point d'interrogation sur la stratégie, sur ce que veut faire Poutine. Et à l'heure où on parle, moi je pense qu'il est plus raisonnable qu'on l'imagine. Mais encore une fois, on ne sait pas ce qui peut se passer. Il fait la guerre depuis un certain temps. Je veux dire, il est enquisté dans ce conflit. On voit qu'il n'arrive pas réellement à en sortir. Et je dis aujourd'hui, même si vous voulez en sortir, quand tout votre système, votre économie est orientée vers la guerre, ça ne s'arrête pas comme ça. Vous ne pensez pas que le troufion russe qui gagnait 300 € dans une usine à Saint-Pétersbourg, vous pensez actuellement il en gagne 3 000 ou 4 000, vous ne pensez pas qu'il va rentrer dans son usine au moment où il y a cessé le feu. Donc il a un sujet social à gérer qui, à mon avis, ingérable. Mercredi prochain, les 27 chefs d'État de gouvernement de l'Union européenne doivent se retrouver à Copenhague, justement, pour parler de la guerre en Ukraine, pour parler de la question de la défense commune également. Est-ce qu'il faut un changement de posture? Et très concrètement, quelles décisions faut-il prendre? Est-ce qu'il faut, par exemple, placer des soldats européens aux frontières avec la Russie? Je pense que ça finira par arriver. Enfin, aujourd'hui, déjà, vous savez que vous avez 8 groupements internationaux qui sont répartis entre les pays baltes et la Roumanie. La France participe d'ailleurs elle est leader dans la partie sud, dans la partie roumaine. Donc c'est déjà le cas. Donc moi, je pense qu'on va assister à une montée en puissance de ces 8 sous-groupements. Alors nous, on est répartis, on est avec les Britanniques dans le nord, dans les pays baltes, et nous, on gère notre propre groupement en Roumanie. Donc il va y avoir, à minima, une montée en puissance. Maintenant, ça, c'est la partie terrestre. Donc il y a la partie symbolique. Pourquoi? Parce qu'on est là, si on me tire dessus, donc tu m'agresses. Donc ça limite quand même les possibilités terrestres des Russes. Il faut également envoyer des avions de combat? Ah voilà, justement, c'est ce que je voulais vous dire. Évidemment, on peut se rapprocher. Encore une fois, les distances ne sont pas très importantes, mais le fait de gagner 1000 km permet d'avoir plus de potentiel. C'est un vrai sujet. Donc savoir où on a le potentiel et le fait d'être proche permet d'avoir un potentiel important. Il y a un point très important, et c'est dans les discussions depuis quelques jours, c'est est-ce que les pays européens, les pays baltes, accepteraient d'avoir de l'armement nucléaire français ou britannique sur le sol des pays baltes. C'est pas impensable. Et là, on voit que les Français s'engageraient énormément parce que symboliquement, il y aurait de l'armement nucléaire qui serait positionné ce qui veut dire que les Russes pourraient pas attaquer les pays baltes. On n'accepterait pas d'avoir une entrée de l'armée russe dans les pays baltes et qui mettrait en danger notre propre système. Autre question également, cette semaine, ce volte-face de Donald Trump qui semble changer d'avis totalement sur l'évolution du conflit en Ukraine. En tout cas, il affirme donc cette semaine sur son réseau social que l'Ukraine était en mesure de regagner son territoire dans sa forme originelle et peut-être même d'aller plus loin. Déclaration qui va totalement à rebours de tout ce qu'il a pu dire depuis plusieurs mois. Qu'est-ce qui explique selon vous cette déclaration? C'est la maîtresse, c'est l'amant trompé. Je veux dire il y a que du dépit. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une espèce il exhale en fait sa déception par rapport aux efforts qu'il a fait. Rappelons-nous le 15 août, il reçoit quand même Poutine à Anchorage, etc. Ouais. Donc il a fait tout ce qu'il fallait. Aujourd'hui, il voit bien que ça fonctionne pas. Il considère selon vous que Vladimir Poutine l'a trahi quelque part? Oui, et puis qui répond pas, qui l'humilie, parce que c'est pire que la trahison, c'est l'humiliation de la non-réponse. Et donc cet engagement, aujourd'hui, très concrètement, Trump
essaye d'expliquer que il va se passer des choses. Ceci étant dit, sa dernière phrase à Zelensky en disant vous allez reprendre votre territoire et plus loin, et voire plus loin, d'abord, ça met le feu aux poudres, et donc c'est pas très malin, et puis le deuxième point, c'est impossible. Donc, le problème, c'est que ne laissons pas miroiter quelque chose qui est en fait inimaginable, en tout cas dans le court et le moyen terme. Dans 20 ans, j'en sais rien, mais à l'heure où je vous parle, les Russes, si on pense une seule seconde que les Russes vont lâcher, on se trompe lourdement, et c'est le cœur du problème. Et vous avez raison de souligner que Volodymyr Zelensky, lui, tout de suite, bien évidemment, il s'est félicité de cette déclaration. Il parle d'un tournant dans la guerre. Clairement, il se réjouit un peu vite, le président ukrainien. Alors le problème, c'est que je pense qu'il finit par comprendre son Trump, parce qu'il s'est pris comme de sacrés moments délicats, et dans le bureau ovale particulièrement. Donc il connaît la bestiole, comme on dit. Mais ceci étant dit, le message qu'envoie Trump est un message assez neutre. C'est vrai qu'il engage les autres à faire, mais lui, il ne fait pas. Il n'a pas dit que les Américains allaient monter en puissance. Il n'a pas dit qu'il allait augmenter les livraisons d'armes gratuites, etc. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit aux Européens, il a dit deux choses. Un, aux Européens, vous pouvez acheter de l'armement et le donner aux Ukrainiens, phase 1. Et deux, la dernière phrase qui tue, c'est bonne chance aux deux parties. Ouais. Donc ça veut bien dire qu'en l'état, en tous les cas, il n'entend pas forcément s'engager davantage. En tout cas, par exemple, il avait promis davantage de sanctions face à la Russie. En réalité, elles n'ont toujours pas vu le jour. Il y a quand même un élément très important à prendre en compte avec Donald Trump, c'est qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre tout ce qu'il dit. Non, mais évidemment, en même temps, c'est un businessman, donc il n'est pas vraiment... J'imagine que dans le fond, il y a des préparations avec des Rubio qui sont des spécialistes et des professionnels. Le problème, encore une fois, c'est qu'il est déçu. Son discours, à l'Assemblée générale des Nations Unies était très particulier. Il a brossé en 1 heure, il a brossé tous les sujets. Et sur la partie ukrainienne, quand vous regardez bien, il n'a pas été très disert, il n'a pas été très loin. Simplement, il a mis 2-3 baffes à Poutine, considérant qu'il a été humilié, point final. Mais moi, je pense que l'intérêt de tout ça, c'est quoi? C'est qu'en fait, on est en montée en puissance, une espèce de dégradation des relations, je dirais, entre l'Occident et la Russie, ça c'est le premier point. Le deuxième point, l'autre chance qu'on a aujourd'hui, c'est que pour l'instant, l'OTAN, qui est la structure intégrée de l'OTAN, le modèle militaire OTAN qui défend l'Europe, aujourd'hui, existe encore. Tant qu'il n'a pas dit au général américain qui est basé en Pologne, tu rentres à la maison à faire caler ces pinot sujets, ça, on sera en danger. Tant que l'OTAN est là, vous voyez, à l'heure où je vous parle, quand les avions français d'école ou italiens d'école des pays baltes pour aller traiter un problème de drone, qui donne l'ordre? C'est quand même encore un Américain. Dernière question, colonel Pierre Deung, vous l'avez un petit peu évoqué sur la capacité de l'Ukraine justement à parvenir à ses objectifs. Donald Trump, lorsqu'il dit que l'Ukraine peut récupérer ses territoires avant même 2014, il prend le risque de mettre le feu aux poudres. Et il prend même le risque d'exposer l'Ukraine davantage, parce que la réponse évidemment immédiate du Kremlin, la voici, nous n'avons pas d'autre alternative à la poursuite du conflit, c'est ce que dit le porte-parole du Kremlin. Bien sûr. En fait, le problème, c'est que Poutine est engagé sur une espèce de négociation asymétrique, dans le genre, faites ce que je vous dis de faire, et puis j'accepterai, donc donnez-moi tout ce que je vous demande, et puis voilà. Bon, ça ne le fera pas. Donc, encore une fois, je pense que ça ne change rien du tout au problème. Aujourd'hui, les Russes sont engagés dans une guerre qui n'est pas encore totale, mais elle s'approche quand même du total. Pourquoi? Parce que je pense que l'économie russe n'est pas mauvaise, contrairement à ce qu'on dit, mais elle n'est pas flambante non plus. Donc en fait, Poutine va finir par avoir des contingences économiques et financières délicates. Il va compenser par des résultats sur le terrain. Merci beaucoup, colonel Pierre Deung. Merci pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes vice-président de l'Institut Thémis. Retour en France à présent. C'est un verdict très attendu. Les conclusions de plusieurs années d'enquête. Le tribunal correctionnel de Paris rend ce jeudi matin, son jugement dans l'affaire dite du financement libyen, concernant notamment l'ex-président de la République Nicolas Sarkozy. Jugement qui est en train d'être prononcé en ce moment où je vous parle. On écoute ce matin l'un des avocats des parties civiles au tribunal. Ce qui est parfaitement délirant, c'est que vous avez des personnes qui sont d'anciens responsables publics. Je veux dire, on ne parle pas de simples justiciables, on ne parle pas de justiciables de droit commun, on parle de personnes qui ont aussi un devoir d'exemplarité. Et parce qu'elles ont un devoir d'exemplarité, on attend d'elles le double de prévenus de droit commun, parce qu'on attend d'elles des explications qui soient cohérentes, des explications qui soient limpides, et nous ne les avons pas eues. Nous n'avons pas eu ces explications. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'éléments sur lesquels les doutes ont persisté, mais les doutes ont persisté aussi en raison des ambivalences des déclarations qui ont été faites par les prévenus. Bonjour Guillaume Roquette. Bonjour Timothée. Merci de nous rejoindre dans les plateaux, les studios du Figaro TV. Guillaume, Nicolas Sarkozy, jugé coupable d'association de malfaiteurs dans le cadre donc de l'affaire des soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle de 2007. L'ancien président de la République est en revanche relaxé des chefs de recel de détournement de fonds publics et de corruption passive. Première question, Guillaume, que vous inspire ce verdict, même si nous attendons encore, à l'heure où je vous parle, le prononcé précis de la peine? Eh bien, je pense que le tribunal a partiellement pris en compte le fait que, dans cette affaire, il n'y a pas de preuves tangibles.
en tout cas concernant Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de preuves, même de traces de financement de la campagne de Nicolas Sarkozy, la campagne présidentielle de 2007, avec de l'argent liquide qui proviendrait de la Libye. Et la ligne de défense de Nicolas Sarkozy a toujours été de dire il n'y a pas d'affaires de financement libyen puisqu'il n'y a aucune trace, aucune preuve de ce financement. Ce à quoi la 32e chambre correctionnelle du tribunal de Paris a répondu qu'il y avait quand même un faisceau d'éléments qui permettaient de condamner Nicolas Sarkozy et d'autres personnes comme Claude Guéant ou Brice Hortefeux pour association de malfaiteurs. C'est-à-dire qu'il est avéré que des collaborateurs de l'ancien président de la République comme Claude Guéant ont eu accès à de l'argent qui venait de Libye et que, estime le tribunal, Nicolas Sarkozy ne pouvait pas l'ignorer. Et donc, si les gens de son entourage ont touché, eh bien, il est co-responsable de ça. Et c'est pour ça qu'il est condamné pour association de malfaiteurs. Sachant également que dans des affaires de corruption comme celle-là, présumée, eh bien, ce qui compte, c'est l'intention. Et ce qui compte, ça n'est pas forcément le fait d'avoir retrouvé la preuve d'un versement, d'avoir retrouvé l'argent, finalement. Parce que d'ailleurs, c'est souvent de l'argent liquide qu'on ne retrouve pas, finalement. Absolument, parce que sinon, l'affaire se serait éteinte. Mais ce qu'il faut bien noter, c'est que Nicolas Sarkozy n'est pas condamné, il n'y a pas de corruption qui est reconnue contre lui, c'est-à-dire que le tribunal a estimé qu'on ne pouvait pas affirmer que Mouammar al-Kadhafi, qui était le chef de l'État libyen à l'époque, aurait financé la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy de 2007. Il y a une lettre dont l'authenticité a été remise en question, qui parlait de 50 millions d'euros de financement, et en échange d'une sorte de réhabilitation de Kadhafi, notamment après les accusations de terrorisme qui étaient portées contre lui, et en échange de contrats, notamment dans le nucléaire civil. Donc le volet corruption, Nicolas Sarkozy n'est pas condamné pour ça. Est-ce que, en ce sens, ce verdict prononcé ce matin par le tribunal correctionnel de Paris est une bonne nouvelle pour Nicolas Sarkozy ? Alors, comme vous le disiez, on n'a pas encore le niveau des peines. Oui. Donc c'est encore un petit peu tôt pour le dire. On va dire que, oui, en quelque sorte, il est condamné pour complicité et pas pour responsabilité. Il n'empêche que lui a toujours tout nié. Donc, je pense qu'il continuera à affirmer qu'il est innocent, même de l'accusation d'association de malfaiteurs. Il prenait le risque enfin, il risquait en tous les cas une condamnation extrêmement infamante. On rappelle que le procureur avait quand même requis 7 ans de prison, 300 000 € d'amende, 5 ans d'inéligibilité. Il va peut-être finalement y échapper, en tous les cas, bénéficier, entre guillemets, d'une peine moins lourde. Oui, c'est possible, puisque les magistrats, les 3 magistrats de la 32e chambre ne sont pas obligés de suivre les réquisitions du parquet national financier, qui étaient effectivement extrêmement sévères et qui intervenaient après une condamnation en fin d'année dernière sur une autre affaire. Est-ce qu'une peine lourde pour Nicolas Sarkozy signifierait la fin de sa carrière, selon vous ? Écoutez, je pense que ça dépend ce qu'on entend par carrière. On peut imaginer que Nicolas Sarkozy ait encore eu dans un coin de sa tête l'idée qu'en cas de très grave crise politique, il aurait pu revenir. Mais vous savez que, je le disais à l'instant, je le rappelais à l'instant, dans l'affaire Big Malion, qui est une autre... Pardon, pas dans l'affaire Big Malion, dans l'affaire des écoutes. Voilà, dans laquelle il a été condamné. Voilà, là, il a été condamné, notamment à 3 ans de privation de droits civiques. Donc, de toute façon, on va dire que sa carrière politique, elle était, en tout cas avec les échéances électorales prévues, elle était déjà arrêtée. Maintenant, il reste le rôle d'influence de Nicolas Sarkozy. Et je pense que même s'il y a une condamnation, il ne disparaîtrait pas. Regardez, il a donné il y a quelques semaines une interview au Figaro. Qui a beaucoup fait réagir. Voilà, qui a beaucoup fait réagir. Pourquoi ? Parce que, qu'on soit d'accord ou non avec ses arguments, notamment sur la reconnaissance de l'État de Palestine ou sur la nécessité d'une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale, chacun reconnaissait qu'il y avait chez Sarkozy une densité, le poids de l'expérience et de l'exercice des responsabilités qui fait qu'il reste une voix écoutée. Et il a d'ailleurs reçu, il y a quelques jours, Sébastien Lecornu, le nouveau Premier ministre. Il avait reçu avant lui Gabriel Attal, d'autres encore. Il conservera, quoi qu'il en soit, une forme d'aura, l'ancien président.
Alors, c'est un personnage extrêmement, une personnalité extrêmement clivante, hein, Nicolas Sarkozy. Mais ça, j'allais dire qu'il a toujours aimé ça. C'est-à-dire que c'est pas un homme de consensus et il ne s'est jamais reconnu comme tel. Est-ce qu'il a encore une part d'influence? Je pense qu'il y a un sujet sur lequel il va être très écouté, c'est sur les relations entre les Républicains, sa famille politique, et le Rassemblement national. On citait à l'instant cette interview au Figaro. Il y a une partie très remarquée de l'interview dans laquelle il expliquait que le Rassemblement national était un parti comme les autres et que dès lors qu'il participait aux élections, il avait le droit de les gagner. Il a également reçu Jordan Bardella il y a quelque temps dans ses bureaux de la rue de Miromesnil à Paris. Et donc tout ça, à tort ou à raison, est interprété comme des espèces de signes, non pas d'un rapprochement avec le Rassemblement national, mais d'une forme de démarginalisation de ce parti. Je reviens sur cette affaire du financement libyen, au-delà de la personne de Nicolas Sarkozy. Ce qui est un peu triste, entre guillemets, dans cette affaire, c'est que finalement, ça n'est pas seulement de son honneur dont il est question, c'est aussi une décision qui concerne un ancien président de la République. Et donc, en ce sens, c'est presque le fonctionnement de nos institutions qui est touché quand un ancien président de la République est condamné. Oui, bien sûr, parce que à travers lui, vous le disiez, c'est l'institution qui est remise en question, même si là, en l'occurrence, ce qui aurait été vraiment infamant, ça aurait été une condamnation pour corruption. Oui. Corruption venant d'un dictateur au passé sanglant, Kadhafi, qui a été impliqué, dont la responsabilité a été engagée notamment dans l'attentat du DC-10, cet avion qui s'est écrasé en 1989, dans laquelle 54 Français sont morts. Et donc ça aurait été d'une gravité extrême. Ensuite, peut-être que je me trompe, parce que c'est du ressenti, mais il me semble que Nicolas Sarkozy a été poursuivi dans tellement d'affaires que peut-être il y a une forme je sais pas, d'habitude qui s'est comme si est-ce que ce nouveau dossier va changer le regard que les Français portent sur lui? J'en suis pas certain. Je pense que ceux qui l'apprécient continueront à l'apprécier et les autres seront confortés dans leur rejet. Il y a une autre institution qui joue sa crédibilité sur cette affaire, c'est le Parquet national financier, qui est, comme vous le savez, souvent accusé d'appliquer une justice à géométrie variable. Lui aussi joue sa crédibilité là-dessus. Est-ce que vous pensez que cette peine peut alimenter à nouveau ces accusations, notamment de justice politique ? Alors, c'est vrai que c'est la justice dans son ensemble qui est régulièrement accusée de cela, et je pense évidemment à l'affaire de la condamnation de Marine Le Pen avec une inéligibilité immédiate dans l'affaire des attachés parlementaires du Parlement européen pour le Front National. Je pense que ces accusations, elles ont été très fortes au moment où l'ouverture d'une procédure judiciaire a été faite contre François Fillon pendant l'élection présidentielle de 2017. Là, si vous voulez, c'est une longue affaire. J'allais presque dire que c'est une vieille affaire, et les Français se sont habitués. Donc, je peux me tromper, mais je pense qu'il y aura moins de polémique cette fois sur la justice politisée. Mais c'est vrai qu'effectivement, je parlais de François Fillon, de Marine Le Pen, de Nicolas Sarkozy. Alors, il y a des affaires qui sont en cours, hein, notamment une instruction sur le financement, l'éventuel financement illégal de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. La campagne présidentielle, c'était encore en 2017 de mémoire, mais oui. Comme il se présente à chaque fois, j'ai une hésitation. Mais on va dire qu'on a quand même le sentiment que le PNF tape plus à droite qu'à gauche. Quoi qu'il en soit, en tout cas, ces affaires, et vous vous rappelez également le cas de Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, ça pose et ça ouvre encore un autre dossier qui est la question du financement de la vie politique. Oui, je pense que ça ouvre deux dossiers. Le premier, c'est la justice doit évidemment investiguer sur les responsables politiques comme sur les autres. La première question qui se pose, c'est est-ce qu'elle doit prononcer l'inéligibilité ? Moi, je l'ai déjà dit sur votre plateau, je suis très réticent là-dessus, car il me semble que c'est aux électeurs de décider si une personnalité, une fois qu'elle a été condamnée, et il est normal qu'elle le soit si la justice estime qu'il doit en être ainsi, si une personnalité est encore digne, entre guillemets, de se présenter aux élections. Et si les électeurs considèrent que non, alors
alors il ne vote pas pour cette personne. Mais je trouve que ce n'est pas au juge de se mettre à la place des électeurs. Ça, c'est le premier point. Le second point, oui, c'est le financement de la vie politique. Bon, vous le savez, cette affaire qui a été jugée aujourd'hui, elle concerne le financement de la campagne présidentielle de 2007. C'était il y a près de 20 ans. Depuis, on va dire qu'il y a une forme de normalisation du financement de la vie politique, avec la prise en charge par les finances publiques de ces campagnes. Donc, a priori, ce sont des affaires dont on peut penser qu'elles sont plutôt derrière nous. Et en tout cas, on continue de suivre évidemment ce qui va se passer. Précisons d'ailleurs que Nicolas Sarkozy a la possibilité de faire appel sur la partie dans laquelle il a été condamné ce matin. Dans l'actualité également, voici donc plus de 2 semaines maintenant que Sébastien Lecornu, nous l'évoquions, a été nommé, a pris ses fonctions à Matignon. Nous n'avons en tout état de cause toujours pas de gouvernement. Quelques mesures anecdotiques tout au plus. Le Premier ministre qui n'a toujours pas dit clairement quelle piste était censée permettre d'adopter un budget. Les syndicats, eux, en revanche, sont beaucoup moins mutiques que lui. Ils annoncent une nouvelle journée de mobilisation le 2 octobre prochain. Le MEDEF, lui, donne également rendez-vous au patron le 13 octobre. Est-ce que, Guillaume, tout cela ne signe pas l'échec de Sébastien Lecornu et est-ce que la France peut s'offrir le luxe d'avancer aussi lentement ? De toute évidence, Sébastien Lecornu est prudent. Et je pense qu'il a raison de l'être. C'est-à-dire que ce qu'il veut, c'est savoir s'il y a un moyen d'obtenir du Parti socialiste et des Républicains, c'est-à-dire des deux marges du bloc central, une forme de neutralité. Et ensuite, s'il pense qu'il peut avoir cette absence de censure à l'Assemblée nationale, alors il nommera son gouvernement. Au risque de s'enfoncer dans une forme de mutisme, c'est extrêmement rare qu'un Premier ministre nouvellement nommé prenne aussi peu la parole. Il y a eu une interview dans la presse quotidienne régionale, pas de 20 heures pour le moment. C'est assez étonnant quand même. Absolument. Alors c'est bien dans les habitudes de Sébastien Lecornu qui est d'une grande discrétion, en particulier depuis qu'il est ministre des Armées, mais c'est vrai qu'on dit que l'armée française c'est la grande muette, donc il en a pris l'exemple. Il est connu pour agir plutôt en coulisses, effectivement. Oui, absolument. Maintenant, il faut être extrêmement attentif à ce qui va se passer, parce que si Sébastien Lecornu obtient une forme, si ce n'est de soutien, en tout cas de neutralité du Parti socialiste au prix d'une nouvelle augmentation d'impôts sur les entrepreneurs, sur les patrimoines professionnels, alors le signal envoyé serait catastrophique. C'est-à-dire que ça voudrait dire qu'on revient aux années socialistes avec l'impôt sur la fortune, alors même que tout le monde le dit, la France est le pays du monde où on paye le plus d'impôts. Le problème que nous avons, c'est un problème de dépenses publiques parce que l'État, les collectivités locales dépensent trop. Et au lieu de se focaliser là-dessus, on augmenterait les impôts parce qu'il faut faire payer les riches dans la mesure où c'est populaire. J'espère que ce n'est pas le chemin que Sébastien Lecornu va prendre. Et c'est en tout cas la petite musique qui monte, puisque dans l'entourage du Premier ministre, on nous dit qu'il faut un symbole. Et effectivement, la question notamment de la taxe Zuckman ou alors de l'ISF revient sur le devant de la scène. Cela ne manque pas de faire réagir les grands patrons. Je vous propose d'écouter ce que disait le directeur général de la BPI France, Nicolas Dufour, qui était l'invité d'Esprit d'entreprise sur le Figaro TV la semaine dernière. Ça n'a aucun sens. Ou alors on l'a fait mondial. Il y a une taxe sur les grandes fortunes. Comment ? Non, mais qu'il y ait des dispositifs intelligents montés par la Direction générale des impôts pour aller forcer la trésorerie dans les holdings à être taxée, ça va, probablement. Hein. Mais de là à dire que on va demander, ou alors on change de régime. Et on met fin au capitalisme, et on passe au communisme, il n'y a aucun problème. Hein. Mais dire aux capitalistes que tous les ans, ils vont donner 2% de leur capital, à qui d'ailleurs? À moi? À la BPI? En papier? Il est question de le donner à l'État. Hein? Il est question de le donner à l'État puisqu'il dit qu'on pouvait payer en nature. Eh bien, en nature, ça sera la BPI, donc très bien, le portefeuille. Oui. Parfaitement. Donc le portefeuille de la BPI va devenir, tous les ans, je vais prendre 2% d'LVMH, 2% d'Hermès, 2% de tout. Je vais être un fonds souverain extraordinaire. Et puis au bout de 10 ans, j'aurai 20% de la France. Ça n'a aucun sens. Voilà, ça n'a aucun sens, on met fin au capitalisme, on passe au communisme. Que vous inspire ces propos? Est-ce que vous avez le sentiment que Sébastien Lecornu prend le risque potentiellement d'abandonner finalement les patrons, les entreprises, pour céder à la colère de la rue? Je pense que c'est le sens effectivement, c'est comme ça que serait ressenti chez les entrepreneurs une taxation de ce type, puisque c'est incroyable, cette taxe Zuckman, notamment grâce au talent d'audiovisuel public qui a réussi à
a propulsé donc cette mesure, cette taxation de 2% sur les patrimoines professionnels des très grandes fortunes. C'est absolument plébiscité dans l'opinion, et Nicolas Dufourcq a raison de dire que dans ces cas-là, on change de régime, c'est-à-dire que ce qu'il faut expliquer aux Français, mais malheureusement on n'y arrive pas, et je pense que c'est une défaite dans le combat culturel, une défaite médiatique, c'est que si ces propriétaires de grandes entreprises se sont beaucoup enrichis, c'est parce que leurs entreprises sont internationales et vendent dans le monde entier. Et ça explique que leur patrimoine est davantage augmenté que le PIB français. Mais ces gens-là, il faudrait les encourager parce qu'ils payent des impôts en France. Et je pense par exemple à LVMH. Et si vous faites des mesures de type taxation, il va y avoir, si ce n'est un exode fiscal massif, en tout cas un message envoyé qui sera catastrophique pour tous les entrepreneurs. Mais c'est le sens de la mobilisation, de ce grand meeting annoncé par Patrick Martin, patron du MEDEF, le 13 octobre prochain. La question au fond, c'est est-ce que les patrons aujourd'hui pèsent suffisamment politiquement sur le gouvernement pour qu'ils refusent, qu'ils renoncent à ces mesures? La réponse est non. Parce que, évidemment, ils pèsent moins que les syndicats de salariés et surtout de fonctionnaires qui mettent les gens dans la rue et qui, eux, savent très bien le risque qui pèse sur eux. L'idée, c'est que, comme la conjoncture est difficile, il faut choisir. Ou on baisse la dépense ou on augmente les impôts. Et c'est pour ça que vous avez les gens qui profitent du système et qui sont régulièrement dans la rue. Ce que je voudrais dire, c'est que la dernière mobilisation du 18 septembre a été tout sauf un succès. Et que donc, je ne pense pas qu'il y ait de danger, d'une espèce de crise sociale majeure. À mon avis, Sébastien Lecornu doit tenir bon. Alors, encore une fois, s'il y a des mesures techniques sur la taxation de la trésorerie des holdings, ça pourquoi pas. On peut faire confiance à Bercy en termes d'imagination fiscale. Elle est sans limite. Mais je pense qu'il faut être ferme sur les principes. Les entreprises, de toutes les tailles d'ailleurs, ça va du petit commerçant de votre quartier jusqu'à la multinationale, les entreprises créent la richesse en France. Et donc l'État, les collectivités locales, la sécurité sociale, vous et moi avec nos salaires, on est financé que parce qu'il y a des entreprises qui créent de la richesse. Et donc ce qu'il faut, c'est à tout prix ne pas trop les taxer, parce que sinon il va y avoir un effet récessif, alors même que ce qui manque à notre pays, c'est pas de la dépense publique, il y en a déjà beaucoup trop, c'est de la création de richesse. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas nous abandonner à cette zugmania, pour reprendre l'expression de Patrick Martin. Merci Guillaume Roquette, merci beaucoup. On vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, il faut lire le dernier numéro du Figaro Magazine, La Révolution conservatrice. Après, donc, bien sûr, dans le sillage de cette affaire Charlie Kirk, comment l'Amérique se libère du wokisme. Merci beaucoup. Merci à vous. Guillaume Roquette. Dans l'actualité cette semaine également, une nouvelle agression au couteau dans un collège. Hier matin, un adolescent de 14 ans a blessé au visage une professeure de musique dans sa salle de classe, un élève au passif lourd. En mars dernier, il avait notamment dessiné des croix gammées sur le mur de son établissement. Il était suivi de près par l'équipe éducative. Mais comment faire face à cette spirale de violence à l'école que réclament les enseignants? On en parle dans un instant avec le président du syndicat national des lycées et collèges, Jean-Rémy Girard. Le mineur qui avait pris la fuite a été très rapidement interpellé. Lors de l'intervention des gendarmes, il s'est porté, ou il se serait porté, des coups de couteau au cou. Et il aurait, à ce stade, des lésions à la fois jugulaires et carotides. Lui, pour le coup, il a été héliporté, il a été opéré. Il est actuellement sédaté pour au moins 48 heures et ses jours sont en danger en ce qui le concerne. Le pronostic vital est engagé. Bonjour Jean-Rémy Girard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président du SNALC, le syndicat national des lycées et collèges. Et des écoles. Et vous vous exprimez dans les pages du Figaro ce matin. Vous êtes en colère après ce qui s'est passé hier, au lendemain de cette nouvelle attaque au couteau dans un établissement scolaire. Ça s'est donc passé dans le collège Robert Schumann de Benfeld, dans le Bas-Rhin. On précise que le pronostic vital de la professeure visée, âgée de 66 ans, n'est pas engagé. Mais cette agression lève le voile une nouvelle fois sur les menaces qui pèsent sur nos professeurs. Avant de parler du profil de l'agresseur, comment le professeur que vous êtes réagit-il à cette agression dont a été victime l'une de vos consoeurs hier matin? Alors c'est toujours effectivement beaucoup de stupeur et énormément de colère parce que c'est pas quelque chose qui devrait se passer dans nos métiers. On est là pour enseigner, on est là pour transmettre des savoirs, on est là pour effectivement faire progresser nos élèves qui deviennent des citoyens et malheureusement c'est des choses qui se multiplient. Moi j'en suis au point
à exprimer du soulagement parce que la professeure n'est pas morte. C'est-à-dire que c'est quelque chose, il y a 10 ans, on n'aurait jamais envisagé ça. Mais effectivement, il y a eu des drames très spécifiques de Samuel Paty et de Dominique Bernard, et puis il y a eu des attaques dans ou devant les établissements de la part d'élèves, Agnès Lassalle, Mélanie Grappinet, 2 collègues qui sont mortes. Et voilà, là j'ai envie de dire, c'est encore une nouvelle fois. Et quand est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que, très franchement, vous qui êtes professeur, qui enseignez, qui êtes, j'allais dire, sur le terrain tous les jours, est-ce que, franchement, vous vous dites, c'est tombé sur ma consoeur, ça aurait pu être moi? Alors, on ne se dit pas ça, parce que si on commençait à se dire ça, en fait, on se lèverait plus le matin, et on n'irait plus faire cours. Donc, c'est pas possible, psychiquement, d'être toujours dans cet état de se dire, ça peut m'arriver, ça peut m'arriver, ça peut m'arriver. À un moment, on a besoin de lâcher prise, d'être avec les élèves et de transmettre et d'échanger. Maintenant, quand on a un élève dont on repère qu'il a un profil difficile, on ne sait pas très bien comment le prendre, on ne sait pas très bien comment il réagit, qu'il est un peu imprévisible, j'ai envie de dire maintenant les collègues s'interrogent beaucoup plus sur jusqu'où ça peut aller. Alors, comme à chaque fois dans ce type d'attaque, les réactions ont été nombreuses, les réactions sur le terrain politique. La ministre de l'Éducation, notamment Elisabeth Borne, qui était sur place hier, qui dit « La violence n'a pas sa place à l'école, laquelle doit rester un sanctuaire ». Est-ce que vous avez le sentiment, eh bien, comme certains l'expriment dans les médias, sur les réseaux sociaux, eh bien, d'un discours sinon décalé, en tout cas totalement inefficace, ou en tout cas pas en phase avec la gravité de ce qui se passe aujourd'hui dans nos établissements scolaires? Alors, la ministre démissionnaire dit ce qu'elle peut dire sur ce moment-là, mais effectivement, c'est des paroles extrêmement creuses. Je l'ai entendu, elle était là. Alors, le sanctuaire, moi, j'en peux plus du sanctuaire. Il faut qu'on arrête avec le sanctuaire. L'école est aussi le reflet de ce qui se passe dans la société. On est plus en sécurité à l'école qu'à l'extérieur de l'école, mais néanmoins, l'école se prend tout dans la figure. Donc non, l'école n'est pas un sanctuaire. Je crois qu'on en a malheureusement, y compris là, sous la mandature d'Elisabeth Borne, suffisamment d'exemples. Je vous sens particulièrement en colère ce matin. Que dites-vous à Elisabeth Borne? Mais alors, j'ai pas grand-chose à dire à Elisabeth Borne, qui va peut-être plus être ma ministre d'ici quelques jours. Mais à un moment, on est dans de la politique communication. Alors, on fait des contrôles, de temps en temps devant les établissements scolaires, vérifier si les élèves n'ont pas de couteau. D'ailleurs, parfois, ils en ont. Donc, on a relevé 180 couteaux entre mars et juin dernier. Mais on voit bien qu'on est dans une action politique qui est incapable en réalité d'arriver à faire changer quoi que ce soit. On a des problèmes qui dépassent de très loin l'éducation nationale, sur les questions de santé mentale des jeunes également. Et une fois encore, nous, on se retrouve, on est seuls dans nos classes, face à des groupes d'élèves qui sont très nombreux, 25, 30, 35 dans mon lycée. On est extrêmement démunis et on n'arrête pas de nous dire il faut vous faire de la formation pour détecter les signaux faibles. Moi, j'ai fait des études de lettres. Je suis professeur de lettres. Et vous n'êtes pas là pour faire la police. Je suis pas la police, mais je ne suis pas non plus psychiatre ni psychologue et je ne suis pas détecteur de signaux faibles. Alors, justement, venons-en au profil de l'agresseur sur cette affaire donc, qui nous occupe dans le Bas-Rhin, dans ce collège. Un adolescent de 14 ans qui faisait l'objet d'une mesure de placement en foyer par l'aide sociale à l'enfance. Il a été placé dans une famille d'accueil où il a subi des violences de la part de cette famille. C'est ce que précise donc le procureur. Il avait été repéré pour une certaine fascination vis-à-vis d'Hitler. En mars dernier, il avait dessiné des croix gammées sur un mur de son collège. Et je précise également qu'il s'est lui-même porté des coups de couteau au moment de son interpellation. Il se trouve lui-même en état d'urgence absolue. Il était suivi de près par l'équipe éducative du collège, mais est-ce qu'il y a eu, selon vous, une faille dans le suivi de ce jeune homme? Alors, pas au niveau du collège. Nous, on a des retours du collège lui-même. On a un syndicat représentatif. On a quand même beaucoup d'informations sur ce collège. Et vous avez eu accès au dossier? Et voilà. Et sur ce collège, de ce que l'on sait, c'est que ce collège est justement un collège où les choses sont plutôt bien faites, avec sérieux, où les remontées sont faites. Ça avait été signalé. L'élève avait été signalé suite à ce qui s'était passé avec les dessins nazis. Donc, c'était pas un collège qui mettait la poussière sous le tapis. Mais là, on voit bien qu'on est sur un profil d'élève qui dépasse de très très loin ce que l'on peut faire dans un collège. On est sur des questions probablement de psychiatrie, on est sur des questions de violence à son égard. Enfin voilà, on est sur... La seule question qui se pose, c'est est-ce qu'il était réellement en capacité d'être scolarisé? Est-ce que la scolarité lui apportait quelque chose? Justement, Jean-Rémy Girard, cet élève qui, on l'a dit, donc, qui était sous l'influence d'ailleurs d'un groupe néo-nazi, qui n'était clairement pas en voie de rémission, que peut-on faire avec un élève comme ça? Alors,
nous, on ne peut pas faire grand-chose, parce qu'une fois encore, nous, l'éducation nationale, on a des programmes, on essaye de transmettre, on a de plus en plus de mal à y arriver. Hein. La France est connue pour être un des pays où le climat au sein de la classe est le plus compliqué. Mais on n'est pas le médico-social, on n'est pas pédopsychiatre. À un moment, on gère les élèves qu'on a, on essaye de faire au mieux. J'allais presque dire avec les moyens du bord, c'est-à-dire généralement avec le personnel infirmier, hein, qui est souvent la principale ressource dans les collèges et les lycées, pas dans les écoles, puisque dans les écoles primaires, il n'y en a pas de personnel infirmier. Et parfois, j'ai envie de dire, on croise les doigts en attendant que ça passe, mais là, on est sur des situations personnelles, sociales, qui dépassent de très très loin nos capacités d'action. En fait. Vous dites dans le Figaro ce matin qu'il est souvent compliqué pour un établissement de prendre des mesures, des décisions, par exemple l'exclusion, conseil de discipline, pour un élève qui fait l'objet d'un placement de l'aide sociale à l'enfance. Pourquoi ? Alors, la difficulté, c'est qu'on sait qu'on est sur des élèves qui ont des profils très très particuliers, qui ont parfois des vécus dont d'ailleurs nous sommes informés dans un certain nombre de cas, et parfois quand on n'est pas informé de manière officielle, j'ai envie de dire que parfois la manière officieuse fonctionne, et on est toujours dans cette tension entre... Si l'école, qui est peut-être un peu le seul point d'ancrage, qui est peut-être un peu le seul endroit un peu stable, si là, on le trimballe d'établissement en établissement, est-ce que ça ne va pas encore empirer la situation ? Donc on est en fait toujours dans cette problématique qu'on a de l'individuel versus le collectif. C'est-à-dire, on a un élève dont on sait qu'il est en difficulté, dont on sait qu'il est en souffrance, mais en même temps, cette souffrance rejaillit aussi sur l'ensemble, le climat de l'établissement, sur les collègues, sur les élèves. Et à un moment, on ne sait pas très bien quelle est la bonne décision à prendre. Alors, ce qui est fou, c'est que ce que vous dites là, c'est un problème qui est identifié déjà depuis un certain temps. Et d'ailleurs, la santé mentale était au cœur de ces assises de la santé scolaire organisées par le ministère de l'Éducation nationale il y a quelques mois. La santé mentale, c'était même la grande cause nationale de 2025, souvenez-vous. Alors, 2025, il reste 2-3 mois, soit on n'a rien fait, soit on est passé complètement à côté des enjeux. Ah non, mais on n'a rien fait. Les assises de la santé scolaire, ça a été une sorte de grand barnum qui a abouti à quoi ? À créer des pôles dans lesquels on regroupe ensemble psychologues, médecins, infirmiers, assistants sociaux. Donc ça n'a servi à rien finalement. Mais ça n'a servi à rien. Aujourd'hui, je tiens quand même à signaler l'état de la santé scolaire. Nous sommes en déshérence complète. Nous n'avons plus de médecins dans l'éducation nationale, que ce soit pour les élèves ou pour les personnels, les médecins scolaires ou la médecine du travail. Nous n'en avons plus. Il y a des académies qui n'en ont quasiment plus. Donc, on n'a même plus les personnes ressources au sein du ministère de l'Éducation nationale, premier employeur de France. On n'a même pas les personnes ressources. On a un nombre de psychologues absolument dérisoire, et en plus, ils s'occupent au collège-lycée des questions d'orientation. Ils ne sont pas du tout en train de faire de la psychologie, enfin, ils ne sont pas en train de faire de la santé mentale. Mais pourtant, Elisabeth Borne et d'autres avant elle ont bien tenté de mettre en œuvre des réformes. Et d'ailleurs, Elisabeth Borne elle-même, à la rentrée scolaire, c'est-à-dire quelques semaines, vantait elle-même des mesures ambitieuses. Alors, en voici quelques-unes. Donc, un conseiller santé mentale dans chaque département, un protocole dans chaque établissement, des référents, des dispositifs coupe-fil pour prendre en charge rapidement les plus fragiles. Vous dites, c'est quoi? C'est inefficace? C'est pas possible? Moi, je le connais. C'est pas ce dont les professeurs ont besoin? Je le connais, ce système. Vous pouvez remplacer santé mentale par laïcité, par harcèlement, par ce que vous voulez. C'est toujours la même chose. Et on va créer des référents. Mais en fait, les référents, c'est juste les personnels qui sont déjà dans l'établissement. Hein. On ne va pas ajouter des personnes spécialistes en santé mentale. On va juste dire que l'infirmière, elle est référente santé mentale. Voilà, c'est ça, en fait, qui se passe. Donc, non, il ne se passe rien parce qu'on n'a pas les personnels, on n'a pas les équipes, on n'a pas les capacités, parce qu'on est dépassé. Et le secteur de la pédopsychiatrie, il est lui-même en crise. On a du mal à avoir des rendez-vous. Les parents eux-mêmes, c'est un parcours du combattant parfois. Quelle est l'urgence aujourd'hui, Jean-Rémy Girard? S'il y a, je ne sais pas, 3 mesures à prendre, là, maintenant, tout de suite, lesquelles sont-elles? Alors, il y a une urgence sur la pédopsychiatrie. Il y a vraiment une urgence sur réussir à attirer de nouveau des personnes dans les métiers de la santé à destination des enfants, et y compris à l'éducation nationale. Ça, c'est une urgence absolument vitale, j'ai envie de dire. On a besoin d'avoir de l'accompagnement d'élèves, on a besoin d'assistants d'éducation, on a besoin d'être au contact des élèves pour savoir ce qui se passe. C'est extrêmement important. À un moment, on a besoin aussi d'avoir peut-être plus de choses au niveau des familles, parce que il y a beaucoup de problématiques intrafamiliales qui rejaillissent sur l'école. Pardon, j'en fais une 4e, je suis désolé. Je suis prof de lettres, pas de maths. Mais les réseaux sociaux. Il y a
tellement de choses dont on ne sait pas ce qui se passe devant les écrans de nos élèves. On ne sait pas ce à quoi nos élèves sont confrontés, ceux qui regardent. Alors, il y a la question des réseaux sociaux, ça se passe souvent à la maison, et vous avez raison d'en faire une quatrième, parce que cela devance ma prochaine question. Je me souviens de Gabriel Attal qui disait, à l'époque où il était Premier ministre, il faut responsabiliser les parents démissionnaires, il faut qu'ils puissent répondre des actes de leurs enfants. Ça n'est pas suffisamment le cas aujourd'hui ? Mais c'est très compliqué, on a des familles, là en plus on était dans une situation où l'élève n'en avait pas, n'en avait plus de famille. Donc on a des situations d'élèves qui sont eux-mêmes en extrême précarité familiale. On a des parents isolés, des parents seuls qui font ce qu'ils peuvent, qui doivent travailler, qui ont du mal à gérer leurs enfants. Mais oui, la question de l'encadrement des écrans, des réseaux à la maison, pour nous, c'est une question absolument essentielle, parce que sinon, les jeunes sont confrontés à des contenus, mais à des contenus complotistes, à des choses qui peuvent être effectivement complètement néo-nazis. Dans certains groupes utilisent ces réseaux-là. Et nous-mêmes, aussi bien les parents que nous, les personnels de l'éducation nationale, on n'en a absolument aucune idée de ce qui se passe sur ces réseaux. Est-ce qu'on a une idée, un chiffre sur le nombre d'agressions dont sont victimes les enseignants par an? Alors, je n'ai pas de chiffre exact. On sait que c'est en augmentation, puisqu'on a des comparatifs au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Ce qui est notable, c'est beaucoup plus d'agressions. Quand c'est au collège-lycée, c'est essentiellement les élèves qui agressent les enseignants, beaucoup plus les garçons que les filles. À l'école primaire, il y a une spécificité, c'est que les agressions sont quasiment à part égale élèves et adultes de la famille ou de l'entourage familial. Un professeur des écoles a autant de chances de se faire agresser par un élève que par un parent. Quand on parle d'agression, soyons précis, aujourd'hui il y a un mode opératoire qui pour le coup a évolué. Aujourd'hui, quand on est fâché avec son enseignant, on vient le lendemain avec un couteau. Eh bien, ça arrive. Alors souvent, c'est des élèves qui psychiquement vont pas forcément très très bien. Mais effectivement, nous on pense au SNALC que ça relève d'une vision globale aussi du métier d'enseignant, qui est un métier qui est complètement dévalorisé actuellement dans la société. Les professeurs eux-mêmes le disent dans l'enquête bien-être du ministère. On donne la note de 2,4 sur 10 à la question « Est-ce que notre métier est valorisé dans la société ?» C'est le truc le plus bas qu'on a jamais vu. Et il nous semble aussi que le fait que l'enseignant ne soit plus du tout identifié comme une autorité, comme quelqu'un qu'on doit respecter, en qui on a confiance, mais parce qu'on sait qu'il veut aussi notre bien. Nous, on veut le bien des élèves, très clairement. Eh bien, voilà, on peut se permettre beaucoup plus de choses. Il y a beaucoup de barrières qui sont levées vis-à-vis de ce que représente l'école dans la société. Vous êtes formé, vous êtes préparé pour faire face à ce type de crise, ce type d'agression potentielle? Non, j'ai pas de formation pour esquiver les coups de couteau. Et j'aimerais bien que ce soit pas une formation de l'éducation nationale. Mais effectivement, non, on n'a pas... Mais vous vous préparez à faire face à des violences, à des agressions potentielles de la part des élèves? Alors, on s'y prépare dans le sens où on sait que ça peut arriver. Nous, au SNALC, on a travaillé sur des congrès, par exemple, sur des questions, j'allais dire, de ce qu'on va appeler de la négociation. Alors, dans le sens où essayer de trouver des moyens de faire redescendre la tension, de savoir quelle posture adopter, y compris physique, pour ne pas se mettre en danger, ne pas bloquer une issue avec un élève qui voudrait sortir, des choses comme ça, parce que ça, c'est... voilà. Mais c'est terrible qu'on en vienne à se dire ça. Mais donc, vous êtes quand même formé, vous vous y préparez. Alors, on n'est pas formé, mais nous-mêmes, en interne, c'est pas mon employeur qui me forme à quoi que ce soit là-dessus. La formation obligatoire à la laïcité, je l'attends toujours. Mais effectivement, nous-mêmes, on répond parfois à des besoins en tant qu'organisation syndicale. J'ai presque envie de dire qu'on prend la place de l'employeur quand on identifie des besoins auxquels le ministère ne répond pas. Est-ce que vous craignez très rapidement qu'il n'y ait à terme une crise de vocation chez le personnel enseignant, et est-ce que d'ailleurs c'est pas déjà le cas? Alors c'est déjà le cas, donc je ne crains pas qu'elle ait lieu plus tard, parce qu'elle a lieu maintenant. Ça fait plusieurs années que les postes au concours ne sont pas pourvus, y compris maintenant à l'école primaire, ce qui est une grande nouveauté. Et au-delà des questions de pouvoir d'achat des enseignants et de taille des classes, des questions absolument centrales et où on est très très mauvais en France, le climat scolaire est un vecteur, effectivement, qui fait qu'il y a de moins en moins de gens qui vont avoir envie. Quand vous allumez la télé, vous voyez qu'un prof a failli mourir parce qu'un élève l'a planté au couteau. Est-ce que vous avez vraiment envie de devenir professeur ?
Merci Jean-Rémy Girard, merci beaucoup pour Merci à vous. pour ce témoignage. Jean-Rémy Girard, président du SNAC, le syndicat national des lycées et collèges et des écoles. On l'a bien compris, merci beaucoup. On vous retrouve donc dans les pages du Figaro ce matin et on suit évidemment l'évolution de l'enquête autour de cette agression donc dans ce collège du Bas-Rhin. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Point de vue revient bien sûr demain midi. Je vous souhaite une excellente après-midi.